qui passait son temps à souffrir, à se faire maltraiter. Et je leur ai demandé de changer ça, parce que moi, me faire taper dessus, insulter, cocufier, ça faisait partie du truc. Le évidemment. silence dans le studio n'a duré qu'une poignée de secondes, mais pour ceux qui regardaient l'entretien ce soir-là, hop, en janvier 2026, quelque chose avait déjà changé. Adeline Blondiau ne parlait plus comme une ancienne célébrité venue régler des comptes avec le passé. Elle parlait avec cette fatigue calme qu'ont parfois les survivants lorsqu'ils comprennent qu'ils n'ont plus rien à protéger. Ses cheveux, il dit de se tomber ses cheveux, gris, qui retombaient librement sur ses épaules. Ses mains restaient immobiles sur ses genoux. Et pourtant, chaque phrase semblait porter le poids d'années entières, passées à ravaler des mots. Je me faisais traiter de pute assez régulièrement. La phrase est tombée sans trembler, pas de musique dramatique, pas de larmes, seulement cette voix basse, presque étonnamment posée, comme si elle décrivait enfin une scène qu'elle avait regardée 1000 fois dans sa tête avant d'accepter qu'elle lui appartenait vraiment. Pendant longtemps, la France avait raconté l'histoire de Johnny Hallyday et d'Adeline Blondiau comme une romance excessive, brûlante, impossible. Une histoire de passion française, nourrie par les couvertures de magazines, les flashs aveuglants, les photos volées sur la Côte d'Azur et les fantasmes collectifs autour du rocker national. Mais ce soir-là, face à Elsa Wolinski, ce récit se fissurait lentement. Derrière les images glamour des années 90, apparaissait autre chose, quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus dérangeant, et surtout quelque chose qui avait commencé bien avant le mariage, bien avant Ramatuelle, bien avant Las Vegas, bien avant même qu'Adeline soit une femme. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir à une époque où tout semblait encore innocent. Paris, début des années 70. Adeline Blondiau naît le 9 février 1971 dans un univers déjà saturé de musique, de nuits blanches et de célébrités. Son père, Christian Blondiau, que le milieu du rock connaît sous le nom de Long Chris, fait partie du cercle intime de Johnny Hallyday, pas simplement un collègue, un frère de route, un homme avec qui Johnny partage les tournées, les excès, les chansons et les secrets depuis les années 60. Long Chris écrit pour lui certains titres devenus mythiques, parmi lesquels Gabriel, Je suis né dans la rue, ou encore La génération perdue. Entre les deux hommes, la frontière entre travail, amitié et famille finit par disparaître complètement. Dans cet environnement, Johnny est partout. Il traverse les vacances familiales, les repas, les anniversaires. Il entre dans la maison comme un membre naturel du décor. Pour la petite Adeline, il n'est pas encore l'idole nationale. Il est cet homme immense, charismatique, bruyant, parfois tendre à certains moments, dont la présence semble remplir toutes les pièces. Et puis un jour, une phrase était prononcée. Une phrase qui sur le moment provoque des rires d'adultes amusés. Une phrase qu'on considère comme une plaisanterie. Adeline a 6 ans lorsque Johnny lui dit qu'il l'épousera quand elle sera grande. Elle racontera plus tard qu'elle avait trouvé cela merveilleux, presque féerique. Comme une promesse sortie d'un conte, ce qui glace aujourd'hui, ce n'est pas seulement la phrase, c'est le fait qu'elle ait fini par devenir réelle. 13 ans plus tard, le 9 juillet 1990, le mariage a lieu à Ramatuelle, sous le soleil écrasant du sud de la France. Adeline Blondiau a 19 ans, Johnny Hallyday en a 47, 28 années les séparent, un des hits. À l'époque, la scène fascine autant qu'elle choque. Les magazines s'emballent, les photographes se battent pour une image. La France entière semble vouloir transformer cette union en spectacle national, mais derrière les robes blanches, les sourires figés et les unes romantiques, une violence plus sourde commence déjà à s'installer. Long Chris, le père d'Adeline, vit ce mariage comme une trahison impossible à digérer. L'amitié de près de 30 ans qui le liait à Johnny explose brutalement. Les deux hommes cessent pratiquement de se parler. Le public, lui, choisit souvent son camp avec une brutalité que les archives ont tendance à édulcorer aujourd'hui. Dans la rue, Adeline devient une cible. Les insultes pleuvent, on la montre du doigt, on lui crache dessus. Ce détail, longtemps resté presque anecdotique dans les récits médiatiques, prend aujourd'hui une autre dimension lorsqu'elle le raconte elle-même des décennies plus tard. Il lui fallait parfois un garde du corps, simplement pour sortir. Non pas à cause de Johnny, à cause de la haine dirigée contre elle, comme si la jeune femme de 19 ans portait seule la responsabilité d'une relation que toute une époque avait acceptée sans réellement la questionner. À l'intérieur du couple, les fissures apparaissent vite.
À l'époque, les journaux People parlent surtout de tempéraments explosifs, de jalousie, de disputes passionnelles. Les récits restent romanesques. Ils décrivent des amants excessifs, incapables de vivre ensemble sans se déchirer. Mais des années plus tard, lorsque Adeline revient sur cette période, le vocabulaire change complètement. Elle ne parle plus de passion. Elle parle d'analyse, de thérapie, de reconstruction. Elle dira avoir passé 10 ans en psychanalyse pour comprendre ce qu'elle avait vécu. 10 ans. Ce chiffre résonne différemment lorsqu'on l'entend dans le calme d'un plateau télévisé plutôt qu'au détour d'un article People. 10 années à tenter de remettre de l'ordre dans des souvenirs devenus toxiques. Pendant ce temps-là, Johnny Hallyday continue sa course folle, les tournées s'enchaînent, l'alcool est omniprésent, les nuits deviennent de plus en plus instables, certaines disputes éclatent publiquement, d'autres restent enfermées derrière les portes des villas du Sud. Puis, le 11 juin 1992, moins de 2 ans après le mariage, la séparation est officialisée. Et contrairement à ce que beaucoup imaginaient, c'est Adeline qui part la première, comme une fuite, comme un réflexe de survie dont elle ne comprendra peut-être le sens que beaucoup plus tard. Partie 2. L'Amérique arrive dans sa vie comme un souffle étrange après un incendie. Lorsque Adeline Blondiau quitte temporairement l'univers Hallyday au début des années 90, elle traverse l'Atlantique avec cette sensation confuse qu'il faut mettre un océan entier entre elle et ce qu'elle vient de vivre. À Los Angeles, tout paraît plus vaste, plus anonyme, presque irréel après la pression permanente des tabloïds français. Là-bas, personne ne la suit dans la rue pour lui rappeler qu'elle a épousé une légende nationale. Personne ne lui demande ce que cela fait de vivre avec Johnny Hallyday. Pendant un instant, elle redevient simplement une jeune femme de 20 ans, essayant de comprendre qui elle est lorsqu'elle n'existe plus à travers le regard d'un homme célèbre. C'est dans ce contexte qu'elle rencontre Richard Grieco, acteur américain alors très populaire grâce aux séries télévisées qui dominent les écrans américains du début des années 90. La presse française, s'emballe immédiatement. Les magazines Espoir découvrent soudain une nouvelle narration plus facile à vendre. L'ex-femme de Johnny devenue compagne d'une star hollywoodienne. Comme souvent dans cette histoire, la réalité intime disparaît sous les fantasmes médiatiques. Leur relation ne durera pas, mais elle marque une fracture importante. Pour la première fois depuis longtemps, Adeline commence à exister en dehors de l'orbite écrasante de Johnny. Elle retrouve une forme de respiration, une autonomie fragile, presque un début d'identité. Et puis survient ce retour incompréhensible qui, encore aujourd'hui, laisse une impression de vertige. Avril 1994, Las Vegas. Pas de grande cérémonie, pas de faste spectaculaire, presque aucune mise en scène. Dans cette ville où l'on peut se marier au milieu des néons en quelques minutes, Johnny Hallyday et Adeline Blondiau se disent oui une seconde fois. Comme si les 2 années de séparation n'avaient jamais existé. Comme si tout pouvait recommencer. Les photos de l'époque montrent un couple souriant, plus discret qu'autrefois, presque apaisé. Mais derrière ces images, quelque chose résiste déjà, une tension silencieuse, une fatigue. Plus tard, lorsqu'elle évoquera ce remariage, Adeline ne parlera jamais vraiment d'un nouvel élan amoureux. Elle évoquera plutôt un attachement qu'elle ne comprenait pas elle-même, un lien dont elle dira qu'il était nourri de secrets très violents. Cette phrase, prononcée bien des années après les faits, change complètement la manière de relire cette période, parce qu'elle suggère autre chose qu'une simple passion destructrice. Elle suggère une emprise ancienne, profonde, difficile à nommer au moment où elle la vivait. Pourtant, en 1994, personne ou presque ne cherche à comprendre cela. Les magazines préfèrent les titres romantiques. L'amour retrouvé, c'est écrit même Paris Match. La France adore les retours de flamme. Elle adore l'idée que les histoires impossibles finissent toujours par triompher. Mais ce deuxième mariage ressemble moins à une renaissance qu'à une tentative désespérée de revenir vers quelque chose dont aucun des deux ne sait réellement sortir. Cette fois, tout va encore plus vite. Le second mariage ne survit qu'un peu plus d'1 an. Le 9 mai 1995, la séparation devient définitive. Pas de réconciliation ensuite. Pas de 3e chapitre, seulement une cassure nette, presque brutale.
Et dans l'ombre de cette rupture, un autre visage apparaît déjà. Quelques semaines auparavant, le 25 mars 1995, à Miami, Johnny Hallyday a rencontré une jeune femme de 20 ans nommée Laetitia Boudou. À l'époque, personne n'imagine encore qu'elle deviendra sa dernière épouse et qu'elle occupera bientôt une place centrale dans la mythologie Hallyday. Mais pour Adeline, cette rencontre agit comme une disparition soudaine. À 24 ans seulement, elle se retrouve avec une identité médiatique dont elle ne parvient pas à se débarrasser, l'ex-madame Hallyday. Peu importe ce qu'elle entreprend, les interviews reviennent toujours au même homme, comme si sa propre existence restait suspendue à cette histoire. Pourtant, pendant que la presse continue de commenter sa vie sentimentale, sa carrière de comédienne prend un tournant décisif. Elle apparaît dans Les filles d'à côté, puis décroche en 1996 le rôle de Caroline Drancourt dans Sous le soleil. La série devient un phénomène colossal, exporté dans des dizaines de pays. Sur les écrans, Adeline incarne une femme lumineuse, élégante, entourée de soleil et de décors méditerranéens. Les téléspectateurs voient le sourire, les intrigues romantiques, les villas de Saint-Tropez baignées de lumière dorée. Ce qu'ils ne voient pas, c'est l'épuisement intérieur qui continue de grandir derrière les caméras. Car le silence, Opédia, lui, ne disparaît jamais complètement. Il s'installe dans les interstices de sa vie comme une présence permanente. Pendant des années, Adeline Blondiau ne parle presque pas publiquement de ce qu'elle estime avoir vécu. Elle avance, elle travaille, elle construit une carrière, elle devient mère, elle tente d'enterrer cette partie de son histoire sous une normalité apparente, mais certains traumatismes ne disparaissent pas parce qu'on cesse de les raconter. Ils restent là, immobiles, sous la surface, jusqu'au jour où quelque chose les réveille brutalement. Ce moment arrive en février 2013. Cette fois, c'est Johnny Hallyday lui-même qui rallume l'incendie sans mesurer ce que cela va provoquer. Cette année-là paraît Dans mes yeux, autobiographie coécrite avec la romancière Amanda Sterz. Le livre est un immense succès commercial, mais au milieu des souvenirs et des récits de carrière se trouve un passage consacré à Adeline Blondiau. 29 lignes seulement, 29 lignes qui vont faire exploser des années de silence. Johnny y décrit son ex-femme avec une violence inattendue. Il la présente comme instable, hystérique, manipulatrice. Il affirme qu'elle l'aurait poussé au mariage, qu'elle menait une double vie, qu'elle le trompait continuellement à Saint-Tropez tout en jouant les innocentes. Pour le public, ce ne sont peut-être que quelques pages de plus dans les mémoires d'une star vieillissante. Pour Adeline, c'est une humiliation publique, une réécriture brutale de leur histoire. Et cette fois, elle décide de ne plus se taire. Partie 3. Lorsqu'elle découvre les passages du livre en kiosque, Adeline Blondiau comprend immédiatement que quelque chose vient de basculer définitivement. Pendant des années, elle avait tenté de garder une certaine distance avec le passé, comme on contourne une maison en ruine dont on connaît encore l'odeur. Mais ces quelques pages publiées noir sur blanc par Johnny Hallyday réouvrent tout. La colère d'abord, puis une forme d'humiliation plus profonde encore. Celle d'être racontée une nouvelle fois par quelqu'un d'autre, comme si son existence entière restait prisonnière du récit d'un homme devenu monument national. À cette époque, Johnny est intouchable, affaibli physiquement parfois, critiqué occasionnellement, mais toujours protégé par cette aura gigantesque construite sur des décennies de gloire populaire. S'attaquer à lui publiquement revient presque à se jeter contre une machine entière, les médias, les fans, les souvenirs collectifs, la nostalgie française. Pourtant, Adeline décide d'avancer malgré tout. Avec l'aide de son frère, l'avocat Alexandre Blondiau, elle engage une procédure pour diffamation contre Johnny, contre Amanda Sterz et contre les éditions Plomb. Officiellement, il s'agit de défendre son honneur, mais en réalité, quelque chose de beaucoup plus personnel commence déjà à remonter vers la surface. Les premiers mois du procès restent relativement classiques. Les avocats parlent d'atteinte à la vie privée, de liberté d'expression, de limites juridiques dans un récit autobiographique. En mars 2013, une première décision reconnaît déjà le caractère diffamatoire de certains passages. Mais tout cela paraît encore presque secondaire comparé à ce qui va se produire ensuite.
Le 22 septembre 2015, lors de l'audience au tribunal correctionnel de Paris, l'atmosphère change brutalement. Ceux qui étaient présents ce jour-là décriront plus tard une salle tendue, silencieuse, où chacun comprend peu à peu que l'affaire ne concerne plus simplement quelques phrases blessantes publiées dans un livre. Adeline Blondiot prend la parole et soudain le récit bascule dans une zone beaucoup plus sombre que tout ce que la presse People avait raconté jusque-là. Devant les juges, elle accuse directement Johnny Hallyday d'avoir abusé d'elle lorsqu'elle était adolescente. Elle parle de faits remontant à ses 14 ou 15 ans, à une époque où Johnny fréquentait quotidiennement la maison familiale grâce à son amitié avec l'oncle Chris. Elle décrit un homme alcoolisé venant la voir le soir, un homme qui lui répétait qu'il l'aimait. Puis elle prononce cette phrase qui continue aujourd'hui encore de hanter tous ceux qui ont suivi cette affaire. « Il a abusé de moi. On n'en a jamais parlé, lui et moi. » Dans une salle d'audience, certaines phrases produisent un silence particulier. Celui-là ressemble presque à un vide physique. Le problème, c'est que ces accusations arrivent trop tard pour être jugées sur le fond. Juridiquement, les faits supposés sont prescrits depuis longtemps. Aucun procès pénal ne pourra avoir lieu. Aucun verdict ne viendra établir la vérité judiciaire sur ce qu'elle affirme avoir vécu. Et parce que ces déclarations sont faites dans le cadre d'une audience, elle bénéficie d'une immunité totale. Johnny Hallyday ne peut pas non plus l'attaquer pour diffamation. Cette situation crée une zone étrange, presque vertigineuse. Les accusations existent désormais officiellement dans un dossier judiciaire. Elles sont publiques. Elles sont entendues, mais elles resteront à jamais sans décision de justice sur le fond. Johnny, absent ce jour-là, répond par l'intermédiaire de son avocat, maître Ardavan Amir Aslani, qui dénonce des accusations mensongères et calomnieuses. Le combat judiciaire continue encore plusieurs mois autour de la plainte initiale liée au livre. En novembre 2015, Adeline est d'abord déboutée. Puis elle fait appel. Finalement, en juin 2016, la Cour d'appel de Paris condamne Johnny Hallyday et son éditeur pour avoir dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression. La somme accordée reste relativement modeste, mais ce n'est pas vraiment l'argent qui compte. Ce qu'Adeline cherchait alors semble plus difficile à saisir, peut-être une reconnaissance symbolique, peut-être le droit de reprendre enfin possession de sa propre histoire après avoir été racontée pendant des décennies par d'autres voix que la sienne. Entre eux, après cela, il n'y aura plus rien, aucun apaisement, aucune discussion publique, aucun pardon. La mort de Johnny Hallyday en décembre 2017 viendra figer définitivement ce silence, et c'est peut-être ce qui rend cette histoire si troublante aujourd'hui. L'impression que aucune véritable confrontation n'a jamais eu lieu, que deux récits totalement opposés ont continué d'exister côte à côte sans jamais pouvoir être départagés autrement que par les sensibilités individuelles. D'un côté, la légende absolue du rock français, adulée par des générations entières. De l'autre, une femme affirmant avoir passé 10 années en psychanalyse pour comprendre ce qu'elle considérait désormais comme une emprise commencée pendant son adolescence. Entre les deux, une société entière qui, dans les années 90, semblait incapable de poser certaines questions pourtant évidentes aujourd'hui. Comment un homme de 47 ans avait-il pu épouser la fille d'un ami qu'il connaissait depuis l'enfance sans provoquer davantage de malaise collectif ? Pourquoi la responsabilité avait-elle été si massivement projetée sur la jeune femme plutôt que sur l'adulte célèbre qui partageait sa vie ? En 2026, lorsque Adeline Blondiot revient sur cette période, ce n'est plus seulement son histoire personnelle qu'elle interroge, c'est toute une époque fascinée par les hommes puissants, séduite par les récits de haï, de passion excessive, et souvent aveugle à ce qui se jouait derrière les images romantiques vendues en couverture des magazines. Partie 4. Après la tempête judiciaire, Adeline Blondiot disparaît presque volontairement du paysage médiatique. Ce retrait n'a rien d'un caprice de célébrité fatiguée. Il ressemble davantage à une fuite silencieuse hors d'un décor devenu irrespirable. À Paris, tout lui rappelle une ancienne version d'elle-même. Les studios de télévision, les tapis rouges, les journalistes qui continuent de lui parler de Johnny Hallyday avant même de lui parler d'elle.
Pendant longtemps, la France semble incapable de la regarder autrement qu'à travers cette histoire, comme si son identité entière avait été absorbée par le mythe Hallyday. Mais derrière cette image publique figée, son corps, lui, commence à lâcher. En 2009, elle traverse un épuisement professionnel sévère. Aujourd'hui, on parlerait immédiatement de burn-out. À l'époque, le mot circule encore peu. Elle raconte plus tard cette fatigue écrasante, cette sensation de vide intérieur, comme si des années de tension contenue avaient fini par réclamer leur prix. Certaines personnes explosent, d'autres s'effondrent en silence. Adeline, elle, choisit de s'éloigner. Le sud de la France devient alors plus qu'un refuge, une reconstruction lente. La Camargue, surtout, avec ses terres balayées par le vent, ses chevaux blancs avançant dans l'eau grise au lever du jour, ses horizons immenses, où le silence paraît parfois plus vaste que la mer. Là-bas, loin des plateaux télévisés, Adeline Blondiau recommence presque une nouvelle existence. Elle se forme à la sophrologie. Elle travaille sur la respiration, le rapport au corps, les traumatismes enfouis, les mécanismes du stress. Ce changement de vie intrigue certains observateurs qui y voient une simple reconversion de star oubliée. Mais lorsqu'on écoute son parcours dans son ensemble, cette transformation prend un autre sens. Après avoir passé des années à tenter de comprendre ses propres blessures, elle choisit désormais d'accompagner celles des autres. En 2019, elle ouvre son cabinet dans le sud, puis viennent les livres consacrés au yoga, à l'apaisement intérieur, à la reconstruction personnelle. En septembre 2025, elle publie Cheminer vers soi, ouvrage beaucoup plus intime où transparaît enfin quelque chose de profondément personnel derrière les conseils de développement intérieur. Le livre n'est pas un règlement de compte. Il ressemble plutôt au carnet d'une femme qui a passé une partie de sa vie à apprendre comment survivre à elle-même. Et puis il y a cette image presque irréelle du 16 août 2025. Au Sainte-Marie de la Mer, en toute discrétion, Adeline Blondiau se remarie. Pas de déferlement médiatique cette fois, pas de photographe caché derrière les barrières, pas de couverture de magazine. Seulement quelques proches, la lumière blanche de la Camargue et cet homme qu'elle surnomme tendrement Chéri Chéri, compagnon discret partageant sa vie depuis une décennie déjà. Ce détail dit beaucoup de la femme qu'elle est devenue. Pendant des années, son existence amoureuse avait appartenu au domaine public. Désormais, elle protège farouchement ce qui lui reste d'intime. Elle vit entourée de ses chevaux, de ses enfants, Aor et Willona, loin du vacarme parisien. Elle assume ses cheveux gris, ses rides, son hypersensibilité. Ce mot revient souvent lorsqu'elle parle d'elle aujourd'hui, hypersensible. Comme si elle avait enfin accepté ce qu'elle avait longtemps essayé de masquer pour survivre dans un univers où la fragilité était immédiatement dévorée. Ceux qui la croisent désormais parlent d'une femme plus calme, plus enracinée, mais aussi plus lucide. Une lucidité parfois presque douloureuse, dit, parce qu'avec le temps vient aussi cette capacité terrible de relire son propre passé autrement. Lorsque l'interview de janvier 2026 est diffusée, beaucoup s'attendent à voir une femme brisée revenir sur une ancienne tragédie sentimentale. Mais ce qui frappe immédiatement, c'est précisément l'inverse. Adeline Blondiau ne cherche pas à inspirer la pitié. Elle refuse même presque instinctivement la posture de victime. Soit tu te victimises, soit tu survis, dit-elle calmement. La phrase résume toute sa trajectoire et peut-être aussi le paradoxe de cette affaire. Pendant 30 ans, le récit dominant a présenté cette histoire comme celle d'un amour trop fort, trop passionnel, trop excessif pour durer. Une tragédie romantique française de plus autour d'une immense star. Mais la version qu'elle défend aujourd'hui bouleverse complètement cette lecture. Selon ses déclarations judiciaires et ses prises de parole récentes, il ne s'agirait pas d'un amour fou, mais d'une emprise ancienne, commencée dans l'enfance, prolongée à l'adolescence, puis légitimée socialement lorsqu'elle avait 19 ans. Cette interprétation reste contestée par les proches et les défenseurs de Johnny Hallyday et aucune décision judiciaire n'a jamais pu trancher ces accusations en raison de la prescription. Pourtant, elles existent désormais dans l'espace public. Elles font partie du dossier historique entourant le chanteur et surtout, elles obligent à reconsidérer une époque entière. Car derrière le destin d'Adeline Blondiau, c'est aussi le regard collectif des années 80 et 90 qui apparaît brutalement sous une lumière différente. À l'époque, très peu de gens semblent réellement s'être demandé pourquoi un homme approchant la cinquantaine épousait la fille d'un ami qu'il connaissait depuis qu'elle était enfant. La fascination pour la célébrité effaçait tout le reste.
La différence d'âge devenait presque romanesque. Le pouvoir symbolique de Johnny Hallyday neutralisait les questions les plus dérangeantes avant même qu'elles soient formulées. Et lorsque le mariage explosait, la violence médiatique retombait principalement sur la jeune femme. C'est précisément ce qu'Adeline renverse aujourd'hui lorsqu'elle pose cette question d'une simplicité dévastatrice. Pourquoi personne ne s'est demandé si le problème venait peut-être de cet homme adulte plutôt que de la jeune fille? Cette interrogation dépasse désormais largement le cadre de leur histoire personnelle. Elle touche à la manière dont une société entière protège parfois ses icônes au point de ne plus voir certaines évidences. Peut-être est-ce cela, au fond, le véritable vertige de cette affaire, comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'un couple célèbre détruit par la passion, mais du reflet d'une époque capable de transformer certaines formes de domination en roman national. Et lorsqu'Adeline Blondiot reprend enfin la parole à 55 ans, ce n'est plus pour convaincre tout le monde, c'est simplement parce qu'elle n'a plus peur du silence. Partie finale. Il existe des histoires qui refusent de mourir parce qu'elles ne parlent pas seulement des personnes qui les ont vécues. Elles parlent aussi du regard collectif qui les a rendues possibles. Celle d'Adeline Blondiot appartient désormais à cette catégorie-là. Avec le temps, les détails les plus spectaculaires se sont dissipés. Les couvertures de magazines ont jauni. Les images de Ramatuelle, les flashs de Las Vegas, les disputes relayées par les journaux People semblent appartenir à une autre époque, presque à un autre pays. Même la figure gigantesque de Johnny Hallyday, longtemps perçue comme intouchable, s'est lentement transformée après sa mort en objet de mémoire, d'un massacre de débats, parfois de réévaluation. Mais certaines phrases d'Ifralis, elles continuent de résonner. Il a abusé de moi. Soit tu te victimises, soit tu survis. Deux phrases séparées par des années de silence et qui résument à elles seules tout le vertige de cette affaire. Entre les deux, il y a une vie entière passée à tenter de comprendre ce qui relevait de l'amour, de la fascination, de la peur, de la dépendance affective ou de quelque chose de beaucoup plus sombre encore. Et peut-être que ce qui trouble autant aujourd'hui, ce n'est pas seulement le contenu des accusations. C'est la manière dont toute une société a pu regarder cette histoire pendant des années sans jamais vraiment interroger ce qu'elle révélait, car au fond, personne ne peut réécrire complètement les années 90. À cette époque, les récits médiatiques fonctionnaient autrement. Les stars masculines vieillissantes étaient souvent présentées comme séduisantes, précisément parce qu'elles séduisaient des femmes beaucoup plus jeunes. La différence d'âge devenait une preuve de puissance, presque un fantasme collectif, et lorsque ces relations explosaient, le soupçon retombait fréquemment sur les jeunes femmes falses mêmes, manipulatrices, intéressées, instables, ambitieuses. Adeline Blondiot a porté cette image pendant des décennies, celle d'une jeune épouse capricieuse, incapable de gérer l'intensité d'un homme hors norme. Aujourd'hui, à 55 ans, elle retourne ce récit comme on retourne un miroir trop longtemps orienté dans la mauvaise direction. Sa parole dérange précisément parce qu'elle oblige à déplacer le centre de gravité morale de cette histoire. Soudain, la question n'est plus « Pourquoi cette jeune femme a-t-elle épousé Johnny Hallyday ?» La question devient « Pourquoi tant d'adultes autour d'elle ont-ils trouvé cela normal ?» Et dans ce déplacement presque imperceptible se cache peut-être toute la violence silencieuse d'une époque entière. Le plus frappant pourtant reste sans doute l'absence de vengeance dans sa voix. Beaucoup s'attendaient à voir une femme consumée par l'amertume revenir régler ses comptes avec un mort devenu légende nationale. Mais ce n'est pas ce qui apparaît à l'écran. Adeline Blondiot parle avec une forme de lucidité fatiguée, parfois même avec une douceur inattendue. Comme quelqu'un qui a compris que certaines blessures ne guérissent jamais totalement, mais cessent malgré tout de gouverner une existence. Elle ne cherche plus à détruire l'image de Johnny Hallyday, elle cherche simplement à reprendre possession de la sienne. Et c'est probablement ce qui rend son témoignage aussi puissant aujourd'hui, parce qu'il ne ressemble pas à une explosion de colère tardive. Il ressemble à quelque chose de beaucoup plus rare, une femme qui accepte enfin de nommer ce qu'elle avait passé une grande partie de sa vie à minimiser pour pouvoir continuer à avancer. Dans le calme de la Camargue, loin des studios parisiens et des nuits électriques du rock français, elle semble avoir reconstruit morceau par morceau une identité qui ne dépend plus du regard du public. Ses chevaux,
Ses enfants, son mari, ses livres, son cabinet, une vie simple en apparence presque silencieuse après des décennies de tumulte, mais derrière cette tranquillité demeure une mémoire impossible à effacer complètement, et peut-être que c'est là finalement que cette histoire devient universelle, parce qu'elle ne parle plus seulement de célébrités françaises ou de scandales médiatiques. Elle parle de ces mécanismes invisibles qui permettent parfois à certaines relations de se construire sous les yeux de tout le monde sans jamais être réellement interrogées. Elle parle du poids du charisme, du pouvoir symbolique, de la fascination collective. Elle parle aussi de la difficulté immense qu'il y a à comprendre une emprise lorsqu'on la vit de l'intérieur. Très souvent, les histoires comme celle-ci ne ressemblent pas à des pièges au moment où elles commencent. Elles ressemblent à des contes de fées. C'est précisément ce qu'Adeline Blondiau décrivait lorsqu'elle racontait cette promesse faite par Johnny alors qu'elle n'avait que 6 ans, une petite fille qui croit entendre une phrase magique. Des adultes qui sourient autour d'elle. Et des décennies plus tard, une femme qui regarde cette scène avec des yeux totalement différents. Aujourd'hui, dans le sud de la France, le vacarme semble loin. Le soir tombe sur la Camargue avec cette lumière pâle qui efface lentement les contours des choses. Le vent traverse les roseaux, les chevaux avancent dans l'eau sombre, et quelque part dans ce silence, Adeline Blondiau continue de vivre avec une vérité qui restera probablement à jamais incomplète aux yeux du public. Certains continueront de défendre l'image de Johnny Hallyday, d'autres verront dans le récit d'Adeline le témoignage tardif d'une emprise longtemps banalisée. Il n'y aura sans doute jamais de conclusion parfaite, pas de verdict définitif capable de refermer entièrement cette histoire, seulement des questions laissées derrière elle comme des traces dans le sable, des questions sur le pouvoir, sur l'amour, sur la mémoire, sur tout ce qu'une époque accepte parfois de transformer en romance pour éviter de regarder le reste. Et au bout du compte, peut-être qu'une seule certitude demeure vraiment. Après avoir été observée, jugée, insultée, racontée par les autres pendant plus de 30 ans, Adeline Blondiau y a fini par accomplir la chose la plus difficile de toutes, qu'est de survivre assez longtemps pour reprendre enfin sa propre voix.